Bon, on va commencer le topo. Il s'inscrit dans la continuité du premier temps d'hier animé par Joachim, qui était centralement sur la question du bonapartisme et du fascisme. Aujourd'hui, on va discuter plus concrètement de la question du Rassemblement national. Je ne sais pas si vous étiez au premier topo hier, mais donc on avait pensé le cycle en deux temps, donc ça s'inscrit vraiment dans cette continuité. Sur la question du Rassemblement national, on finirait presque par s'habituer au fait que le Rassemblement national est en train de devenir une puissance politique, un parti politique absolument central du jeu électoral. En 2022, le Rassemblement national est parvenu pour la troisième fois au second tour de l'élection présidentielle. 2 ans plus tard, en 2024, il y a quelques mois désormais, dans la continuité de la vague bleu marine aux européennes, le RN est cette fois parvenu pour la première fois de son histoire en tête au premier tour d'une élection législative. Autrement dit, depuis sa première percée électorale aux élections municipales de 1984, le Rassemblement national est passé progressivement du statut de formation politique mineure à celui d'acteur central du jeu électoral et politique. Et on pourrait même dire d'ailleurs, en grossissant un peu le trait, qu'aujourd'hui, c'est déjà en grande mesure le Rassemblement national qui structure le jeu électoral, le choix des électeurs, dans un mouvement de circularité réciproque, d'une certaine façon. D'une part, parce que l'attitude du Rassemblement national et du champ politique en général, du choix des électeurs est de plus en plus structuré, déterminé par l'omniprésence du Rassemblement national. D'autre part, parce que le Rassemblement national, à son tour, influence de plus en plus le champ politique et les thèmes du champ politique. Je crois que de ce point de vue, les élections législatives de 2024 ont été assez évocatrices, puisque, en grande mesure, derrière la victoire en trompe-l'œil du nouveau Front populaire, et davantage encore derrière le maintien du macronisme, c'est bien souvent davantage un vote pour ou contre le Rassemblement national qu'un vote d'adhésion qui s'est exprimé et qui a structuré, qui a défini les nouveaux équilibres politiques, certes instables, mais existants tout de même, à l'issue du second tour des législatives. Dans le même mouvement et comme corollaire finalement de cette omniprésence, de cette place centrale dans le champ politique, c'est de plus en plus, bien souvent, le parti d'extrême droite qui, souvent, aidé par l'empire médiatico-politique de Vincent Bolloré, mais aussi par la complaisance d'une bourgeoisie macroniste compatible radicalisée, qui impose ces thèmes. Cette réalité, elle est indissociable d'un durcissement et d'une radicalisation du champ politique dans son ensemble, sur lequel on aura à revenir, et elle se redouble sur le champ plus directement politique, où la Macronie a embrassé ces dernières années les thèmes immigrationnistes, islamophobes, racistes, du Rassemblement national et d'extrême droite, pendant que celle-ci poursuivait sa mutation libérale, même si le terme mutation n'est pas particulièrement exact, puisque dès son origine, le Rassemblement national défendait un programme libéral, mais en tout cas poursuivait son approfondissement, sa mue libérale. La question qui se pose, elle est de savoir comment on en est arrivé là. Afin de comprendre les succès électoraux et idéologiques du Rassemblement national, je crois qu'il faut commencer par saisir ce qui, sur le temps long, a permis au FN-RN de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Dans l'analyse de l'ascension du parti de Marine Le Pen, de ce point de vue, l'étude des stratégies politiques, des stratégies partisanes, de l'évolution du parti d'extrême droite lui-même, mais aussi de l'évolution du champ politique dans son intégralité, est nécessaire pour comprendre comment le Rassemblement national en est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Mais je crois que ça ne suffit pas. Et que dans le même mouvement, il faut aussi chercher à comprendre, pour citer Félicien Faury, dans un ouvrage dont on aura à reparler, ce qui motive au bout du compte ceux qui déposent concrètement un bulletin dans l'urne les jours d'élection, ces électeurs, c'est-à-dire les électeurs du Rassemblement national.
Je crois que ce second enjeu, il est d'autant plus important, d'autant plus essentiel que l'idéologie d'extrême droite n'acquiert sa puissance politique, sa performativité politique, qu'à la condition de s'arrimer, de s'accrocher, de s'attacher à des forces proprement sociales, c'est-à-dire dans sa capacité à se fondre dans les vécus des individus, dans les vies quotidiennes, dans leur subjectivité existante, pour mieux les orienter à son avantage. Et c'est à mon sens d'ailleurs en mêlant ces deux registres de l'analyse, donc à la fois le registre plus directement politique, celui des stratégies politiques, celui de l'évolution du champ politique, celui de la politique avec un P majuscule, presque on pourrait dire, mais aussi avec le registre donc, de ce qu'on pourrait appeler la métapolitique, c'est-à-dire la politique de la vie quotidienne, celle des vécus, des subjectivités, qu'on peut définir quelle stratégie opposer à l'extrême droite. Cette dernière question, la question de la stratégie, elle impose à son tour d'intervenir dans un certain nombre de débats qui se sont multipliés ces dernières années, souvent de façon caricaturale à mon sens, notamment sur la question de la caractérisation en fascisme ou non du Rassemblement national, mais aussi de savoir quel est le moteur du vote Rassemblement national. Est-ce que c'est un moteur économique? Est-ce que c'est un moteur raciste? Est-ce que c'est quelque chose qui se situe à l'imbrication des deux? Il s'agit aussi de se demander quelle est l'influence du Rassemblement national dans la classe ouvrière, au-delà des poncifs qu'on peut entendre selon lesquels le Rassemblement national serait devenu le premier parti de la classe ouvrière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans quelles coordonnées cela s'exprime-t-il? Et enfin, d'interroger la situation existante, notamment la question du Front républicain et du nouveau Front populaire comme débat stratégique sur la question de la lutte contre l'extrême droite. Pour répondre à ces différentes interrogations, on va essayer de cartographier ce qu'est le Rassemblement national aujourd'hui, à l'intérieur des rapports de force et de lutte des classes à l'œuvre, et d'identifier à la croisée des chemins de ces différentes interrogations quelques pistes et éléments de réflexion sur la stratégie à définir. Le plan de cette présentation, il est articulé globalement autour des grandes idées autour desquelles j'ai articulé cette introduction, à savoir d'abord interroger la question du champ politique dans son ensemble et du rapport du Rassemblement national à ce champ politique, en interrogeant plus précisément un double mouvement, celui de la dédiabolisation entre guillemets, et d'autre part de la radicalisation du champ politique. Dans un deuxième temps, de s'interroger plus concrètement sur qui sont les électeurs au Rassemblement national aujourd'hui, qui parmi la classe ouvrière vote Rassemblement national, et quels sont les moteurs de ce vote, et en quoi cette analyse est déjà l'occasion d'ouvrir un certain nombre de débats politiques d'importance, notamment dans la question de la lutte face à l'extrême droite, et enfin de savoir, à partir de ces deux premiers temps, quelle stratégie finalement, ou en tout cas quels sont les éléments stratégiques qu'on peut commencer à définir, en tout cas qu'on peut poser, qu'on peut réfléchir sur la question de la lutte face à l'extrême droite. Cette réflexion, elle est bien évidemment limitée par une présentation d'une heure, etc. Mais je vais essayer de présenter quelques éléments de réflexion, quelques pistes de réflexion à ce sujet. D'abord, donc, à propos de ce premier temps, à propos de ce double mouvement dont je pense qu'il faut actualiser la réflexion de façon conjointe, à savoir, donc, d'une part, la question de la dédiabolisation, entre guillemets, et d'autre part, la question de la radicalisation du champ politique. Je crois que cette question, elle est d'autant plus importante que les médias, comme le champ politique en général, n'ont de cesse, dès lors qu'ils posent la question du Rassemblement national, d'insister sur la question de la dédiabolisation du Front national, qui est devenu Rassemblement national dans cette perspective. Si effectivement la dédiabolisation est une composante essentielle de la stratégie du Rassemblement national, a fortiori depuis le remplacement du père par la fille à la tête du parti, je crois que cette insistance, posée de façon unilatérale, elle tend à masquer un double mouvement particulièrement important. D'une part, que la dédiabolisation n'est pas une affaire neuve, mais qu'elle est en réalité le cœur et la matrice stratégique du parti, du Front national, depuis sa fondation en 1972 par le courant nationaliste révolutionnaire néofasciste Ordre Nouveau, et d'autre part que la dédiabolisation ne peut se penser, elle corollaire de la radicalisation du champ politique. À la croisée des chemins de ce double mouvement, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir quel est le rapport du RN aujourd'hui à ce double mouvement. Quel est le rapport du RN, d'une part, à son passé, à sa généalogie fasciste? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que la dédiabolisation? Quelle réalité cela suppose-t-il?
Et d'autre part, le rapport, puisqu'on parle d'un double mouvement et d'un double mouvement qui se rejoint, du RN au régime. Si la dédiabolisation s'accompagne de la radicalisation du champ politique, la question qui se pose, c'est à la croisée de ce double mouvement, quel est le rapport du Rassemblement national au régime et notamment aux classes dominantes. Quelques mots d'abord sur les origines du Front National et la dédiabolisation. Quelques mots seulement, parce que je crois que ce sont des choses qui désormais sont dites assez régulièrement, mais le Front National a été créé en 1972. Il puise ses origines alors dans le terreau du nationalisme identitaire, une idéologie qui est portée en ce qui concerne le Rassemblement national, notamment par les jeunes néofascistes du mouvement Ordre Nouveau, dont le programme tient en quelques mots d'ordre, inspiré de la révolution conservatrice allemande, de l'entre-deux-guerres et des fascismes européens. À son origine, la direction du Front National témoigne de cette généalogie, d'une certaine façon, puisqu'on retrouve parmi ces militants tout ce qu'il y a de pire dans l'extrême droite française, des miliciens de Vichy, d'anciens Waffen-SS, notamment de la brigade Charlemagne, qui sont ceux qui ont défendu, les derniers à avoir défendu le bunker d'Hitler, à d'anciens combattants de l'OAS, et plus largement avec des militants qui couvrent toute l'histoire du fascisme français, du Parti populaire français de Doriot, à Jeune Nation de Jean-Louis Fixier-Tinancourt, dont Jean-Marie Le Pen avait été le directeur de campagne en 1965 et qui avait été le secrétaire général de l'information sous le régime de Vichy, et enfin, bien évidemment, à Ordre Nouveau, qui compte alors pour l'essentiel des forces militaires de ce nouveau front créé en 1972, et pour 2/3 des candidats aux élections législatives de l'année suivante, en 1973. Les dirigeants d'Ordre Nouveau, lorsqu'ils fondent le Front National, ils ont une vision assez claire. Ils font d'abord le constat de la faiblesse de l'extrême droite nationaliste, qui en réalité, à la fondation du Front National, vient d'enchaîner 10 ans de déroute. La vague poujadiste a été balayée par l'adoption de la Ve République. L'OAS a perdu et a vécu. En 1968, le mouvement néofasciste Occident et ses 1500 adhérents est dissous. Et dans ces coordonnées, les dirigeants, certains cas de l'extrême droite et notamment d'Ordre Nouveau, se posent la question de savoir quelle nouvelle stratégie adopter pour sortir l'extrême droite de sa marginalité politique. À partir des années 70, les cadres d'Ordre Nouveau commencent à théoriser la nécessité d'un front national, donc, uniquement dédié à la lutte électorale, et une stratégie plus responsable, celle d'un parti légal et normal, pour citer un hebdo d'Ordre Nouveau de début octobre 72, et dont on voit bien dès l'origine que la question de la normalisation est posée comme matrice stratégique de ce nouveau projet d'union de l'extrême droite, puisque c'est le second point, la question de savoir comment le Front National est une tentative d'unir les différentes composantes de l'extrême droite française. Cette nouvelle orientation, elle n'implique pas nécessairement, du moins à son origine, l'abandon de la perspective révolutionnaire. C'est ce que va théoriser notamment François Duprat, qui est le principal théoricien d'Ordre Nouveau, et qui écrira que la tactique légaliste n'est qu'une pièce de la stratégie révolutionnaire, non une conversion idéologique à la démocratie. Rapidement, cependant, l'échec aux législatives de 1973 fait imploser cette union des extrêmes droites. Les militants d'Ordre Nouveau quittent le parti et Jean-Marie Le Pen reste seul pendant 10 ans dans ce Front National qui enchaîne au départ les échecs aux différentes élections auxquelles il se présente. Paradoxalement, cette présence et cette solitude de Jean-Marie Le Pen, qui avait été choisi dès 1972 à la direction du parti, actualise et accélère la tendance à la dédiabolisation de l'extrême droite. Le Jean-Marie Le Pen de ces années-là ne dédaigne pas l'amitié et la camaraderie de certains militants historiques du fascisme français. Pourtant, il est loin d'être un néofasciste. Il s'inscrit davantage dans une tradition poujadiste, anti-gaulliste, anticommuniste, celle d'une droite dure, autoritaire, musclée, mais qui se veut respectueuse des institutions. Cet échec de l'union des extrêmes droites qui est inscrit dans les gènes du Front National, il me semble qu'il éclaire certaines contradictions qui se maintiennent aujourd'hui.
notamment pour un parti qui est tiraillé, d'une part, entre la dénonciation du système et d'autre part, la velléité d'intégration au jeu politique, et d'autre part, entre une forme d'exaltation de la violence, mais aussi un conservatisme politique qui pose la question de la violence, en tout cas, qui ne pose plus cette question de la violence politique et qui s'actualise autour d'une stratégie électorale. Cet échec, il offre également un autre regard sur la politique de dédiabolisation du Rassemblement national, dont Marine Le Pen, et avant elle, Maigret dans les années 90, se sont fait les figures, les chantres à l'intérieur du Rassemblement national. Dans les années qui vont suivre, et notamment sous l'influence de la Nouvelle Droite, qui est un groupe d'intellectuels réactionnaires qui s'est fondé après mai 68, le parti approfondit cette mutation idéologique et stratégique. Il transforme par exemple ces thèmes. Il ne parle plus de racisme, mais il va parler d'ethnodifférentialisme. C'est-à-dire qu'il ne parle plus de race, mais du droit de chaque culture à se maintenir, du droit de la différence culturelle. C'est typiquement ce qu'on a aujourd'hui sur la question de l'islam. Il n'est plus question de race, mais il est question des musulmans, et d'ailleurs sous couvert de la laïcité. La question qui se pose face à ce premier mouvement, donc la question de la dédiabolisation, c'est de savoir quel type d'héritier est le Rassemblement national, ou plutôt de quel héritage il est le porte-drapeau. Je crois que sur cette question, il y a deux types d'écueils qu'on peut interroger. Le premier écueil, il serait de dire qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est complètement dédiabolisé, qu'il serait un parti comme les autres. C'est l'idée qui est notamment défendue par une sphère de la médiatico-politique, les médias de Bolloré, le Rassemblement national lui-même, mais aussi par les macronistes quand ça les arrange. Et je crois que la dernière séquence politique a été assez symptomatique de ce point de vue, puisque dans le consensus colonial qui s'est exprimé dans le soutien au génocide à Gaza, le Rassemblement national a participé à la marche contre l'antisémitisme et à une campagne en réalité de criminalisation des soutiens de la Palestine aux côtés des autres forces du régime. Ce discours, bien évidemment, il est articulé autour d'un objectif politique, autour d'une stratégie politique et autour de ce qu'on pourrait appeler, d'une certaine façon, une vocation performative. C'est-à-dire que le mot dédiabolisation cherche lui-même à produire un effet. Bien évidemment, cela compte lorsqu'on parle de dédiabolisation. Pour autant, je crois que la dédiabolisation du Rassemblement national n'en demeure pas moins une réalité. Et que de ce point de vue, indéniablement, si le Rassemblement national au pouvoir constituerait un saut autoritaire et bonapartiste sans précédent en France, en tout cas depuis des décennies, et sans doute bien davantage qu'en Italie, où la comparaison est souvent faite, notamment au regard des mécanismes de répression spécifiques de la France, héritée de sa nature coloniale, l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir n'impliquerait pas nécessairement un changement de régime, et précisément au regard du débat qui nous intéresse, l'avènement d'un régime fasciste. Ça nous amène au second écueil inverse, qui serait de dire que le Rassemblement national serait un parti fasciste, ou pré-fasciste, ou néo-fasciste, ou bref. Il y a un certain nombre de suffixes qui sont utilisés, enfin de préfixes qui sont utilisés pour caractériser la nature fasciste du Rassemblement national, et c'est notamment la définition contraire qui est portée en France par Ugo Paletta, par le NPA, et généralement par la gauche marxiste, une partie de la gauche marxiste et intellectuelle, notamment dans les colonnes de Contretemps. Je crois que cette définition, pourtant, elle n'a pas grand-chose de marxiste et qu'elle porte en réalité la même limite en sens inverse que le premier écueil, qui était de dire que le RN serait aujourd'hui un parti complètement dédiabolisé, un parti comme les autres. Bien évidemment, le RN a des origines fascistes, on l'a dit, et certains de ses militants le sont encore. Bien évidemment, d'ailleurs, la montée du Rassemblement national participe à la croissance de certains groupuscules fascistes. C'est ce qu'on a pu voir en France ces dernières années avec les attaques de Romans-sur-Isère l'année dernière, ou le retour de ratonnades dans la rue, notamment à Lyon, etc., ou même de groupes de jeunesse à Paris, etc., qui se revendiquent d'une forme de fascisme.
Et bien évidemment, d'ailleurs également, la question de la dédiabolisation du Rassemblement national, aussi réelle soit-elle, puisque le Rassemblement national, aujourd'hui, défend une stratégie axée sur les élections et plus sur des groupes extra-parlementaires et le rapport de force dans la rue. Bien évidemment, cette question de la dédiabolisation ne signifie pas non plus que le fascisme soit une impossibilité, dès lors que le fascisme est toujours impossible envisageable dans les coordonnées du capitalisme. Mais je crois que la question n'est pas là, et je renvoie à ce sujet au premier temps de ce cycle et au topo de Joachim Meyer, en n'insistant pas sur la question, puisqu'on en a déjà parlé hier, mais en revenant très succinctement sur 2 points. Je crois que dès lors qu'on pose la question du fascisme, la question, elle se pose dans les coordonnées d'une analyse de la conjoncture, et notamment dans une analyse du rapport de force entre les classes. Est-ce qu'on est dans une situation révolutionnaire ou non ? On a vu que le fascisme hier était une situation contre-révolutionnaire. Est-ce qu'on est dans une situation où la classe ouvrière a connu une défaite de laquelle il ne peut pas se relever, et notamment dans des coordonnées où on a vu hier également que le fascisme était une solution particulièrement coûteuse pour la bourgeoisie, et que dès lors qu'on essaye de caractériser le Rassemblement national, on ne peut pas faire l'économie de ce genre de questions. Le deuxième sujet vis-à-vis de cet enjeu-là, il se redouble à la question de savoir quels sont les liens du RN avec le régime aujourd'hui. Ça fait le lien avec ce que je disais juste avant, mais quelle est l'intégration du Rassemblement national au régime aujourd'hui ? Est-ce que le Rassemblement national constitue réellement une solution de rechange désirable, envisageable pour certains secteurs du patronat et de la bourgeoisie ? Et donc, quels sont aussi les secteurs du patronat et de la bourgeoisie qui soutiennent le Rassemblement national ? Ça va être donc le second temps de ce premier temps, entre guillemets, c'est de savoir quel est le rapport du Rassemblement national au reste du champ politique. De ce point de vue, et indubitablement, la progression du Rassemblement national est essentiellement liée, intimement liée aux évolutions du régime. Dès 1983, la première percée du Front national à des élections municipales se réalise sur fond de déroute de la gauche et coïncide avec le renoncement des socialistes au pouvoir, du mitterrandisme, à ce qu'ils avaient appelé, les guillemets sont importants, la politique de rupture avec le capitalisme, à la soumission aux dogmes austéritaires et patronaux de l'Union européenne et du patronat français. Indiscutablement, le succès du Rassemblement national, et on y reviendra, a pour condition et insuffisante, je pense que c'est important de le dire d'emblée et je montrerai pourquoi, mais pour condition quand même, le chômage, la précarisation du travail, la désorganisation de la vie, l'incertitude de l'avenir qui ont été engendrés par un capitalisme de plus en plus offensif, qu'il soit entre les mains de la gauche, social-démocrate ou la droite. Mais le succès du Rassemblement national découle également en réalité d'un rapport plus cynique avec les partis institutionnels. D'abord, parce qu'elle imaginait le FN puis le RN inéligible, la classe dirigeante a longtemps cherché à se faire réélire en faisant campagne contre la formation devenue paria à l'occasion des élections, quitte à instrumentaliser à son compte le barrage au Front national Rassemblement national, pour en faire un moyen de rester au pouvoir. C'est déjà le cas en 1986 avec Mitterrand, qui modifie les règles du scrutin des législatives pour s'assurer de la victoire contre la droite, quand bien même cela permet au Rassemblement national d'arriver pour la première fois à l'Assemblée nationale, sur les bancs de l'Assemblée nationale, et de faire élire 35 députés. C'est encore plus vrai avec Emmanuel Macron, qui a cherché à compartimenter la vie politique entre l'extrême centre et l'extrême droite pour s'assurer, là aussi, notamment dans le cadre des élections présidentielles, d'un second tour face au Rassemblement national, d'une instrumentalisation du barrage pour lui permettre de rester au pouvoir. En parallèle, et dans la continuité de cet opportunisme tactique, le champ politique a de plus en plus composé avec les priorités relatives à l'immigration et à la sécurité du Front national, Rassemblement national. C'est déjà le cas dans les années 80 et jusqu'au Parti communiste français, qui, sous la direction de Georges Marchais, reprend à son compte certains des mots d'ordre de Jean-Marie Le Pen, en assimilant notamment la question de la lutte contre l'immigration, la question de l'armée de réserve du capital dans un prétendu assemblage communiste, et la question de la lutte contre le chômage et donc contre l'immigration. Mais si la dynamique est antérieure, je crois que l'élection de 2002 constitue sur ce terrain un tournant.
Après 2002, il y a deux trajectoires distinctes qui suivent ainsi la percée électorale de Jean-Marie Le Pen. D'une part, la radicalisation de la droite classique, et d'autre part, la poursuite de la dédiabolisation, entre guillemets, de l'extrême droite. Je vais donner 3 exemples, on pourra en donner beaucoup plus, mais pour ne pas être trop long, je donne 3 exemples. D'abord, le premier exemple, c'est celui qui arrive juste après 2002, c'est Chirac, dont les proches ont cru voir dans sa victoire au présidentiel comme un mai 68 de droite, et ont cherché à en tirer parti, croyant notamment que la droite et Chirac pouvaient s'approprier la question de la laïcité, qui était jusque-là un sujet davantage porté sur le champ politique et institutionnel, avec toutes ses contradictions et ses limites, mais par la gauche institutionnelle. Chirac mettra en place notamment une commission dont les délibérations aboutiront à la loi de 2004 sur le voile à l'école, et qui institutionnalisera une spirale islamophobe qui n'a pas connu de répit depuis, et qui constitue aujourd'hui l'un des moteurs centraux, comme le note très bien Félicien Faury par exemple, l'un des vecteurs centraux du vote Front National, Rassemblement National. Quelques années plus tard, Nicolas Sarkozy, qui deviendra l'une des figures dominantes de cette première décennie du XXIe siècle, poursuivra sur cette voie en la radicalisant. Certains prétendront que sa victoire en 2007 avait montré qu'il avait neutralisé le Front National en occupant son terrain. En réalité, il ouvrira simplement à sa résurgence et à sa normalisation, avec un programme théorisé autour de la nécessité d'une droite décomplexée, d'un racisme hyperactif, autoritaire, les Karcher, etc., etc. De façon presque logique et dans la continuité de ce presque ping-pong idéologique que Sarkozy approfondit entre la droite historique de la bourgeoisie française et l'extrême droite, Ciotti, malgré Sarkozy en désaccord avec cette politique, mais il en est quand même l'un des initiateurs importants, Ciotti a rejoint aux dernières élections législatives le Rassemblement National dans des coordonnées de ce qui, à l'échelle européenne, est une réalité un peu plus large, mais d'union, en tout cas de tendance à l'union entre la droite traditionnelle et l'extrême droite. Le dernier exemple, et bien évidemment, c'est la gauche d'Hollande, qui n'est pas restée extérieure à ce processus de radicalisation politique. Tout d'abord parce que le Parti socialiste a adopté un programme sécuritaire, l'état d'urgence, mais également la déchéance de nationalité, les premières répressions très dures en manifestation, la mort de Rémi Fraisse, d'Adama Traoré, la généralisation des NAST, l'utilisation de la BAC, les interdictions de manifester pour la Palestine, etc., etc. Ce renforcement sécuritaire et autoritaire, il a été poursuivi par Emmanuel Macron avec une ampleur et une profondeur nouvelles, que ce soit sur le terrain de l'islamophobie, des lois anti-immigration, de la criminalisation du mouvement social, de la radicalisation institutionnelle, les 49.3, etc., que ce soit sur le terrain des violences policières. Bref, sur tous les terrains, Emmanuel Macron a approfondi et poursuivi ce renforcement sécuritaire. Je crois que ce renforcement sécuritaire et bonapartiste, il est d'autant plus indissociable de la montée de l'extrême droite que son expansion en France est profondément liée à la nature coloniale du régime capitaliste français. C'est par exemple ce que montre très bien un auteur comme Serfati, qui insiste sur le continuum intérieur-extérieur de la répression de l'impérialisme français, de son précolonial au territoire hexagonal, et donc, en d'autres mots, la répression d'abord dans le précaré colonial, ensuite sur le sol national. Il y a plusieurs exemples ces dernières années qui ont montré cela. D'abord, il y a un an, la répression d'exception qu'ont connue les habitants de quartiers populaires, qui sont des véritables enclaves néocoloniales après la mort de Naël, annonçait déjà de ce point de vue un saut répressif pour l'ensemble du mouvement social. On se rappelle à ce titre, par exemple, que la dissolution, ou la tentative de dissolution plutôt des soulèvements de la terre, avait été précédée de dissolutions d'organisations musulmanes comme le CCIF ou de défense de la Palestine comme Palestine vaincra. L'année qui vient de s'écouler, la répression du mouvement de solidarité avec la Palestine a constitué, là aussi, un nouvel exemple éclatant de cette imbrication. La question qui se pose dans ces coordonnées, une fois qu'on a vu qu'il y avait un double mouvement qui se rejoignait, c'est la question de l'intégration du Rassemblement national au régime. De ce point de vue, et je crois qu'il faut commencer par déplacer un tout petit peu la focale en nous intéressant d'abord à la crise du capitalisme français et à ce que Gramsci résume avec le concept de crise organique. Je voudrais rapidement, et je vais le faire rapidement pour ne pas revenir sur trop de choses, mais insister sur deux notions que Gramsci développe avec la notion de crise organique.
Pour rappel, la crise organique chez Gramsci, c'est une crise d'ensemble, à la fois économique, politique, sociale, durant laquelle la bourgeoisie s'affronte à des contradictions fondamentales qu'elle ne saurait résoudre par ses méthodes habituelles. Gramsci nous dit que la crise organique suppose un double mouvement. D'une part, la remise en cause historique non seulement de tel ou tel leader politique ou décideur politique, mais de l'orientation d'ensemble de la classe dominante. C'est l'avènement de Macron, c'est aussi la montée de l'extrême droite. Enfin, Macron particulièrement, c'est l'effondrement du bipartisme et l'émergence, pour parler en termes gramsciens, d'une forme nouvelle dans la vie politique française. Le deuxième mouvement, c'est bien évidemment la question de la montée de l'extrême droite en France, mais aussi à l'international, Bolsonaro, Orban, l'AfD, Meloni, etc., etc. Le second temps, et Gramsci nous dit, c'est que en même temps que cette émergence de figures nouvelles, cette émergence, elle s'accompagne d'une faiblesse grandissante du régime et d'une montée autoritaire. Le macronisme exprimait déjà cela tout particulièrement, puisqu'il avait servi de sparadrap, disons, sur la crise de la Ve République, et notamment après l'effondrement de sa béquille gauche après le quinquennat Hollande. Mais un sparadrap très facilement arrachable, puisque assis sur une base sociale très faible, principalement les classes dominantes, et de plus en plus les classes dominantes au fil des différents quinquennats Macron. Cette situation, elle a accéléré exactement ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire des tendances à l'autoritarisme, ce que Gramsci, en tout cas une nouvelle forme de gouvernance bourgeoise, ce que Gramsci résume dans le couple conceptuel dirigé-dominé, à savoir quand on n'est plus capable de produire le consentement, on dirige de façon plus autoritaire. Dans le même mouvement, et pour clore ce micro-temps sur Gramsci, cette crise d'autorité pour le pouvoir, elle se traduit dans les coordonnées d'une forte polarisation politique entre mouvements sociaux et attaques réactionnaires. Je crois que de ce point de vue, la consolidation du RN, elle illustre particulièrement bien certaines grandes tendances de la situation politique française et ses contradictions. Il me semble difficile de ne pas voir dans le RN une forme de réaction de défense de certains privilèges, en particulier de classe, mais aussi de genre et de race, face à la montée des mouvements et des idées féministes et antiracistes. De façon un peu symptomatique, l'intensification de la cabale islamophobe depuis 5 ans, elle est consécutive à la plus grande manifestation antiraciste de ces 20 dernières années, la marche contre l'islamophobie le 5 novembre 2019, mais aussi à la constitution du mouvement Adama, etc., contre les violences policières. Cette situation, plus largement, elle est bien évidemment indissociable du cycle de lutte des classes que nous traversons depuis 2016. On a connu un certain nombre d'épisodes de combativité importante, de la loi travail aux Gilets jaunes, en passant par les différentes moutures de la réforme des retraites, en passant et par certains combats sectoriels, etc. On aura à y revenir que cette situation, elle est surtout indissociable de nos défaites, mais pour l'instant, en tout cas, de montrer qu'il y a une polarisation entre mouvements sociaux et contre-tendances réactionnaires. Dans ces coordonnées, et pour arriver à ce qui nous intéresse, l'état de crise politique que connaît la France face au spectre de l'ingouvernementabilité, qui est à la fois politique, c'est ce qu'on a vu particulièrement avec les dernières élections, mais qui est donc à la fois sociale, puisque avec cette montée, cette intensification aussi de la crise sur le terrain social, Marine Le Pen commence en tout cas à représenter davantage une solution de rechange pour la bourgeoisie et le patronat. Autrement dit, certaines fractions des classes dominantes pourraient être tentées par une solution plus autoritaire de résolution de la crise de la Ve République. Je crois que l'avènement de Bardella et la multiplication des rencontres mondaines, des dîners avec des patrons, etc., a permis à commencer à entrevoir une inflexion dans le rapport du RN avec certains secteurs du patronat. De ce point de vue, la position du MEDEF dans l'entre-deux tours a été assez symptomatique, puisque si le MEDEF n'a pas appelé à soutenir le Rassemblement national et a même défendu le macronisme, il est apparu assez clairement qu'entre le NFP et même un programme de réforme assez minimal, loin d'être anticapitaliste, et le Rassemblement national, le choix du MEDEF se portait, en tout cas de certaines composantes, se portait sur le Rassemblement national. Et là aussi, c'est une nouveauté, mais on commence à avoir dans des secteurs du patronat certains secteurs, qui à l'image de Vincent Bolloré bien sûr, mais aussi dans la finance alternative, dans la tech ou dans les énergies fossiles, commencent à soutenir plus directement le Front National. C'est le cas par exemple du fondateur de Doctissimo et de certains exemples dans ces 3 secteurs qui commencent aujourd'hui à avoir des liens plus intimes avec le Front National.
Du point de vue de l'intégration du Rassemblement national au régime, la deuxième avancée, elle est assez symptomatique dans le cadre des dernières élections, c'est le fait que le score du Rassemblement national s'est appuyé non seulement sur la mobilisation de son électorat traditionnel, et on aura à revenir sur quel est cet électorat, mais donc les ouvriers, les employés notamment, mais aussi, et particulièrement, sur une nouveauté qu'on avait commencé à entrevoir en 2022, mais c'est sur le vote d'une partie des classes dominantes et des secteurs les plus favorisés de la population. Le Rassemblement national en avait d'ailleurs fait un objectif stratégique central de son élection, sur fond d'alliance avec une partie de LR et sur fond d'un programme profondément néolibéral, profondément macroniste en réalité, avec la même politique de l'offre capitaliste, les mêmes cadeaux au patronat, etc., matinés par la préférence nationale, mais en tout cas un programme profondément libéral et capitaliste. De ce point de vue, le dernier score du Rassemblement national, il est aussi le produit d'une nouveauté pour le Rassemblement national, c'est-à-dire le fait que certains secteurs du macronisme et de LR votent aujourd'hui pour le Rassemblement national, et en lien avec ce qu'on disait juste avant, d'une radicalisation du champ politique bourgeois et de certains de ses électeurs. De ce point de vue, l'une des avancées importantes du Rassemblement national, c'est que c'est désormais aujourd'hui le Rassemblement national qui dispose d'une hégémonie très importante sur l'électorat autrefois assigné à la droite traditionnelle. Cette intégration, elle n'est cependant pas sans contradiction. Je crois que de ce point de vue, il y a trois difficultés majeures qui subsistent. D'une part, le fait que le Rassemblement national ne bénéficie d'aucune ou de très peu de position institutionnelle et qu'il reste marginalisé par les différents secteurs de la bourgeoisie. Dans son immense majorité, le patronat français continue par ailleurs de soutenir Macron. Dans un deuxième temps, que le Rassemblement national s'affronte à son absence de cadre, ce qui est aussi le produit du point de vue de la politique institutionnelle de sa marginalisation relative, et que de ce point de vue, on a bien vu pendant l'entre-deux tours, par exemple des législatives, qu'on avait encore un certain nombre de candidats très problématiques, notamment du point de vue du Rassemblement national, et qui constituaient une difficulté pour le Rassemblement national. Donc on a un ancrage national et local qui s'approfondit, mais qui reste avec une assise encore un peu fragile. Et enfin, et je crois que c'est la contradiction la plus importante, malgré l'élargissement du vote du Rassemblement national et de la conquête de nouveaux territoires, et je reviendrai sur ça, le second tour des législatives a montré ce qu'on avait presque fini par oublier, c'est que la dédiabolisation du Rassemblement national est réelle, mais que sa force de répulsion n'a pas complètement disparu. Et que notamment le pouvoir d'attraction, avec toutes les contradictions que ça implique, du Front républicain, reste important, et sans doute plus important que ce qu'on pouvait présupposer, en tout cas que ce qu'on présupposait, ce que je présupposais avant les dernières élections. Autrement dit, aujourd'hui, le RN, malgré ses dynamiques d'intégration dont on a discuté, malgré ses dynamiques de confluence programmatique, l'intégralité du champ politique et l'influence croissante des thèmes du Rassemblement national, reste aujourd'hui, et paradoxalement, malgré le fait et ça va être le propos de mon deuxième temps, qu'il est le premier parti de France, une antichambre à certains égards du régime. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a donc montré que, d'abord, le Rassemblement national était le produit d'un double mouvement, à la fois un mouvement propre, celui de la stratégie défendue par le Rassemblement national, et d'autre part un mouvement plus large, celui du champ politique en général, il faut s'intéresser, il faut, me semble-t-il, resserrer un peu la focale et s'interroger sur, d'une part, qui sont les électeurs du Rassemblement national aujourd'hui, quels sont les mécanismes individuels, sociaux, collectifs, qui les poussent à voter pour le Rassemblement national, et donc interroger cette double question: qui vote Rassemblement national, qui vote RN, et pourquoi finalement. D'abord, et c'est quelque chose que les sciences sociales disent depuis toujours à propos du Rassemblement national, le Rassemblement national se définit d'abord par une hétérogénéité de ses électorats, ce qui n'est pas sans contradiction. Depuis sa fondation, le Rassemblement national a défini sa stratégie électorale autour d'une volonté agglomérative, c'est-à-dire additive, d'addition, de différents électorats. La question du programme économique défendu par le Rassemblement national et de son évolution, aux dépens de toute cohérence idéologique ou doctrinale, elle est assez illustrative de cet état de fait. Au fil du temps, le parti a adapté ses propositions à la conjoncture économique et aux opportunités qui s'offraient, aux crises successives, la crise financière de 2007-2008, la crise de l'euro en 2010-2013, la crise inflationniste depuis 2012, mais aussi aux transformations de cet électorat.
Par exemple, dans les années 80, le FN prend modèle sur le programme économique de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher et cible un électorat bourgeois ou petit bourgeois de droite classique. Petit à petit, le parti prend acte de la prolétarisation de son électorat, car de plus en plus d'ouvriers sont séduits par son discours sur l'immigration et l'insécurité. Après la crise de 2008, Marine Le Pen présente un programme au présidentiel de 2012 qui, d'une certaine façon, s'inspire du keynésianisme et qui est presque néo-keynésien. Il ne s'agit pas tant alors de conquérir, je reviendrai sur cette idée, l'électorat de gauche, mais davantage de s'adapter aux nouvelles préoccupations de l'électorat du parti et de parler aux classes moyennes ou petites bourgeoises qui sont déstabilisées par la crise. Très vite, cependant, il va s'agir à nouveau de s'adresser, cette fois, à la fois à la droite et à la gauche. Et après un congrès en 2016 qui acte la droitisation du parti, le Rassemblement national revient plus ou moins à ses origines, on l'a dit, ce dont 2024 a constitué, d'une certaine façon, l'acmé. Cette politique en plusieurs temps, ou plutôt ces politiques, elles ont en réalité déjà accouché de résultats tangibles. D'une part, le Rassemblement national continue de se consolider dans son électorat traditionnel, et je reviendrai dessus, donc les ouvriers et les employés. D'autre part, comme nous l'avons dit, il s'étend. D'un point de vue social, le Rassemblement national touche désormais toutes les classes sociales et tous les territoires. Et je crois que les dernières élections ont été particulièrement évocatrices de ce point de vue, puisque le Rassemblement national, pour la première fois, est arrivé en tête dans un certain nombre de territoires où, historiquement, il n'était pas le parti majoritaire. C'est le cas en Bretagne, où l'organisation d'extrême droite a placé 5 candidats en tête au premier tour. C'est également le cas dans le Sud-Ouest, où le Rassemblement national a placé également dans 3 départements des candidats au premier tour. Dans les 2 cas, c'est une première. C'est également le cas en Charente-Maritime, dans le Lot-et-Garonne, en Dordogne et sur un certain nombre de territoires. Et je crois que ça, c'est intéressant de 2 points de vue et ça témoigne aussi des avancées du Rassemblement national. C'est que historiquement, le vote du Rassemblement national s'était concentré dans l'arc méditerranéen et dans les territoires industrialisés, désindustrialisés du Nord-Est, et que l'extrême droite, désormais, est implantée dans toutes les zones et sur tout le territoire, à l'exception des métropoles et des villes les plus importantes, où toutefois, sans être dominant, il progresse également, puisqu'il a fait 28% quand même aux dernières élections dans les villes, dans les grandes villes, contre 13% en 2022. Cette double dynamique à l'expansion, elle constitue une avancée certaine, sans être pour l'heure décisive. Mais elle apporte aussi son lot de contradictions. De ce point de vue, si la logique politique du Rassemblement national a toujours été celle, et je suis parti de ça, d'un conglomérat social, une logique d'addition, articulée autour du rejet de la mondialisation, de l'immigration, du rejet de l'immigration et d'un discours de préférence nationale, les contradictions intrinsèques entre la tension populiste et antisystème du Rassemblement national et la logique d'institutionnalisation en pleine croissance sur fond à la fois de commencement d'intégration au régime, en tout cas d'intégration partielle au régime, et d'un électorat de plus en plus de droite, aussi des classes dominantes, etc. Tout cela pourrait favoriser des contradictions du Rassemblement national dans son électorat populaire. Je crois que toutefois, et à moyen terme, et en tout cas sur un terrain purement électoral, ces contradictions, elles seront moins importantes que ce qu'on pourrait présupposer. Mais que pour comprendre cela, il faut s'interroger sur quels sont les moteurs du vote Rassemblement national et sur quelques fantasmes qu'on s'en fait vis-à-vis de ce vote. Je vais interroger de ce point de vue 2 questions qui me semblent importantes. On aurait pu en interroger plus, mais la question de savoir dans quelle mesure le RN est un vote économique et anti-système, est-ce qu'il l'est, et ensuite de savoir quelle est la question de l'imbrication entre racisme et questions économiques dans le vote du Rassemblement national. Longtemps, la gauche institutionnelle a traité le vote Rassemblement national comme un vote anti-système et de déclassement. C'est encore une thèse qui a une certaine forme d'actualité. Par exemple, dans le récent ouvrage de Thomas Piketty et de Julia Cagé, qui donne un aperçu général des forces motrices en France depuis 1789, le comportement électoral est expliqué en grande mesure par les inégalités de revenus. C'est aussi d'une certaine façon la thèse des fâchés pas fachos, défendue par Roussel et Ruffin notamment. Et ces 2 idées, elles résonnent avec une certaine forme de réalité, on aura à voir en quelle mesure, mais elles s'appuient, il me semble, sur 2 prérequis qui sont tironnés et qu'il s'agit de discuter.
Le premier prérequis que j'aimerais discuter, c'est l'idée qu'il y aurait un vote des campagnes déclassées contre les villes. C'est la thèse de la France périphérique qui a été popularisée par Christophe Guilluy et qui est reprise en grande mesure par le Rassemblement national aujourd'hui. Et de ce point de vue, il est vrai qu'il existe des dynamiques spatiales particulières, mais que le vote des campagnes en faveur du RN, et c'est ce que je vais essayer de montrer, ne peut pas être réduit à une réalité univoque et homogène. Le deuxième prérequis que je voudrais discuter, c'est la thèse du gaucho-lepénisme. C'est par exemple la thèse qui sert de toile de fond au retour à Reims de Didier Héribon et qui retrace la trajectoire politique de sa famille politique ouvrière du Nord-Est, du PCF au Front National. Et c'est plus globalement l'idée selon laquelle le RN serait désormais le premier parti dans la classe ouvrière et qui serait de ce point de vue l'héritier tout particulièrement du PCF, mais aussi de la gauche dans l'électorat populaire, qui aurait remplacé la gauche institutionnelle dans l'électorat populaire. Ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'il n'y a pas de caractère homogène et que le vote RN n'est pas nécessairement, même s'il est en partie, un vote perdu de la gauche ou de déclassement. Et il me semble que cette insistance, en réalité, elle constitue une nécessité politique importante, et on y reviendra plus tard, parce que la conséquence de ces deux idées a longtemps été d'abord d'écarter la question du racisme de la stratégie politique à opposer au Rassemblement national, et ensuite de permettre d'opposer au vote Rassemblement national l'idée que quelques revendications économiques minimales pourraient permettre d'aller batailler le Rassemblement national, en minimisant en parallèle profondément le caractère ancré du vote Rassemblement national. C'est aussi pour ça que je discuterai de la question du caractère anti-système ou non et de ce que ça implique politiquement pour le Rassemblement national. Pour s'interroger sur cela, je voudrais partir d'un point de départ qui est de se questionner sur qui sont les classes populaires qui votent aujourd'hui pour le RN. D'une certaine façon, le RN est de plus en plus fort dans la classe ouvrière et en réalité, certains phénomènes particulièrement inquiétants existent. Je crois que la croissance des idées d'extrême droite parmi les classes populaires et le recul des idées ouvrières, ils s'observent tout particulièrement au regard de l'influence grandissante du Rassemblement national parmi les syndicalisés et leurs sympathisants. Je crois que c'est l'un des phénomènes particulièrement inquiétants aujourd'hui de l'influence idéologique et politique du Rassemblement national dans la classe ouvrière. C'est qu'on a eu plusieurs exemples ces dernières années qui montrent l'influence grandissante du RN parmi des secteurs organisés du mouvement ouvrier. D'anciens dirigeants syndicaux, notamment de Force ouvrière, sont devenus des candidats de Force ouvrière, ce qui témoigne sans doute beaucoup par ailleurs de la politique des directions syndicales vis-à-vis du Rassemblement national et notamment à Force ouvrière. Et plus généralement, aux dernières élections, le Rassemblement national a fait près de 24% dans les sympathisants CGT aux législatives. Ça s'inscrit bien évidemment dans une situation plus large qui est la croissance continue des idées du Rassemblement national dans la classe ouvrière, notamment dans le nord-est désindustrialisé, où aujourd'hui, par exemple, la Moselle, sur tous les territoires, le Rassemblement national est en tête. Plus globalement, aux dernières élections, 54% des ouvriers aux européennes ont voté pour le Rassemblement national, 57% aux législatives et 46% des classes populaires, des plus modestes. Ce constat, il est cependant loin d'être homogène et en réalité, la question du déclassement est plus complexe. D'une part, parce qu'on peut identifier deux secteurs populaires qui votent pour le Rassemblement national. D'une part, l'électorat ouvrier fragilisé sur le terrain de l'emploi. D'autre part, un électorat stabilisé au sein des classes populaires et des petites classes moyennes, les artisans, les employés, les petits retraités, les professions intermédiaires, qui sont moins exposés à la précarité économique, mais aussi en voie de paupérisation. En outre, si les schémas électoraux montrent régulièrement que le Front national et le Rassemblement national est en tête chez les classes populaires, il est important de noter que cela ne veut pas nécessairement dire qu'il y aurait une bascule de la gauche, en l'occurrence communiste vers la droite, ou que cette bascule serait le produit d'un déclassement ou d'un appauvrissement. Par exemple, le classement de l'INSEE inclut les petits artisans, une strate qui a toujours été tirée vers la droite. On peut penser par exemple au roman naturaliste de Zola au XIXe siècle, qui traite déjà de l'ambivalence de ces secteurs de la classe ouvrière à l'égard des patrons et des idées révolutionnaires, par exemple dans l'Assommoir, mais plus généralement ce qui a été la base sociale de l'extrême droite dans les années 30. Aujourd'hui, en réalité, c'est exactement la même ambivalence que décrit Benoît Coquart dans son étude des habitants des campagnes dans le Nord-Est et qui justifie en partie aujourd'hui la bascule, cette fois, d'une identité ouvrière vers un vote d'extrême droite. Coquart nous explique que dans ces environnements, l'identification aux intérêts du patron, souvent un ami qui connaît les opportunités d'emploi, est prédominante.
Cette identité-là, elle a bien évidemment été accélérée par la disparition des relais traditionnels de la classe ouvrière, mais aussi par la disparition des cercles de sociabilité collective, la fermeture des bars, des usines, etc. Mais elle est aussi le produit d'une mutation de la classe ouvrière elle-même et de la raréfaction de l'emploi industriel. Aujourd'hui, ces métiers, bouchers, jardiniers, chauffeurs, routiers, mécaniciens de garage, maçons, sont statistiquement les plus nombreux parmi les travailleurs. Et ce sont des emplois qui ne peuvent pas être facilement délocalisés. Et contrairement au travail en usine, par exemple, qui a diminué depuis les années 80, ils ont été relativement épargnés par la mondialisation. De ce point de vue, la croissance du RN dans la classe ouvrière, elle est indissociable aussi de sa transformation et des contradictions inhérentes à cette transformation. Mais aussi, et j'insiste sur cette idée, d'un changement matériel qui n'est pas nécessairement synonyme de paupérisation ou de déclassement. Cette focale sur la classe ouvrière de droite, entre guillemets, elle se redouble de point de vue de la politique du RN. La droitisation du RN ces dernières années, elle est aussi le produit du caractère composite différent du vote ouvrier du RN. Le parti a recentré idéologiquement en partie son programme et son discours sur ses terres natales, loin du nord-est désindustrialisé, dans la province par exemple et l'arrière-pays niçois. De ce point de vue, il est intéressant de constater que dans cette région, elle abrite une grande concentration de pieds noirs rapatriés d'Algérie et de leurs descendants, dont l'imaginaire collectif s'est formé à l'époque coloniale. Comme le montre Violaine Girard dans un ouvrage aussi que je vous conseille et qui est intéressant, qui s'appelle Ceux qui restent, le vote FN au village. Dans cette région, en réalité, le vote FN est loin d'être un vote de paupérisation et de déclassement. C'est des espaces qui ont été historiquement imperméables au socialisme, traditionnellement de droite, même lorsqu'ils étaient industrialisés. Dès 88, c'est les premières régions où on a un vote important pour le Front National, qui est davantage un vote issu de la droite, pour 2/3, qu'un vote issu du PCF, même si c'est un peu plus un vote de certains secteurs qui avaient voté pour le mitterrandisme. À l'instar de ce que je disais aussi, dans certains secteurs de la classe ouvrière, le vote Rassemblement national, de ce point de vue, davantage un vote de radicalisation d'un électorat qui votait déjà à droite, qu'un vote de déclassement ou de paupérisation, ou issu de la gauche. Bien évidemment, il y a des territoires disparates et j'ai commencé par ça. La situation est bien évidemment différente dans le nord-est par lequel j'ai commencé à discuter quand on a discuté de la classe ouvrière. Ce qu'il faut retenir de cette idée-là, et ça me semble important, c'est qu'il n'y a pas de réalité uniforme et univoque du vote Rassemblement national, ni de déclassement systématique. Les dernières avancées du Rassemblement national, là aussi, sont assez symptomatiques de cet état de fait, puisque l'essor du Rassemblement national en Bretagne, par exemple, est assez symbolique. Cette région, en réalité, sur le terrain de l'emploi, est une région relativement privilégiée, qui bénéficie d'un fort taux de création d'emplois, qui est supérieur à la moyenne nationale. Mais comme dans le reste du pays, son dynamisme économique repose notamment sur le secteur tertiaire et donc sur cette mutation de la classe ouvrière. Ça me permet de rappeler une idée importante, et je crois que c'est une idée importante, que le noyau dur de l'électorat du Front National, il a toujours été constitué d'électeurs de la classe moyenne, entre guillemets, ou de la petite bourgeoisie, c'est-à-dire ceux qui peuvent se permettre de mettre un peu d'argent de côté. Et c'est la dernière donnée sur laquelle je voudrais insister, c'est que cette coexistence de nouvelles conditions matérielles, de nouveaux rapports au travail, d'existence et de mutation de la classe ouvrière, elle s'est aussi accompagnée d'une mutation idéologique. Par exemple, les revers de la désindustrialisation dans la classe ouvrière, on a dit plus d'artisans, etc., ça a été aussi l'accès massif à des subventions, via des subventions à la propriété privée à échelle individuelle. Et de ce point de vue, les thèmes du Rassemblement national, je crois que c'est aussi une idée importante, continue de séduire certaines fractions des classes populaires, notamment parce que la propriété privée, dans les coordonnées de cette mutation post-mondialisation, etc., est devenue une pierre angulaire de l'identité ouvrière. Donc voilà, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on s'interroge sur les questions que je posais, à savoir est-ce que c'est un vote dégagiste anti-système et quelle est la place du racisme. On voit bien d'emblée, en réalité, la difficulté à poser uniformément la question du vote RM comme un vote anti-système ou issu de la gauche, alors qu'on a vu que c'était aussi le produit d'un vote aussi de droite dans la classe ouvrière. Néanmoins, parce qu'il existe un sentiment de déclassement réel, qui s'appuie d'ailleurs sur une réalité effective, les crises économiques successives, le capitalisme néolibéral radicalisé, l'atomisation de la classe ouvrière, les attaques successives, etc., le sentiment anti-système existe.
De ce point de vue, le RN est au moins en partie un vote par défaut, ou plutôt un vote contre, un vote de défiance vis-à-vis des représentants politiques, et notamment envers les politiques qui ont exercé des responsabilités gouvernementales. Le RN a pris 10 points sous Sarkozy et Hollande, il en a pris 20 sous Macron, dont 15 ces 2 dernières années, soit plus de 7,4 millions d'électeurs. Ce vote de défiance s'exprime tout particulièrement contre la gauche et ses trahisons. Montée du RN avec Mitterrand, c'est la première fois que le RN arrive au second tour de l'élection présidentielle. À nouveau avec Hollande, le RN retourne au second tour de l'élection présidentielle. Mais il s'exprime aussi et tout particulièrement contre Macron. Et dans ce point de vue, davantage qu'un vote aussi anti-système, il faut sans doute parler aujourd'hui en grande mesure d'un vote anti-Macron, dégagiste, d'alternative à l'intérieur du système. Je crois que d'ailleurs cette polarisation et ce caractère dégagiste, il pourrait aller en s'accentuant, alors que la victoire du NFP et les fronts républicains, et notamment les désistements en faveur du macronisme, sont déjà l'occasion d'une nouvelle instrumentalisation par le RN, de son statut prétendument oppositionnel et de la rhétorique UMPS des années précédentes. Une fois qu'on a dit ça, il me semble cependant qu'il reste 2 problématiques majeures. D'une part, que la caractérisation comme vote anti-système manque selon moi l'essentiel. D'abord parce que Marine Le Pen est devenue la seule alternative et que dans le même mouvement, le RN est devenu profondément ancré ou conformiste, pour reprendre le mot de Benoît Coquart qui a travaillé sur l'électorat nord-est du Rassemblement national. Et que de ce point de vue, les différentes analyses qui insistent sur le caractère anti-système manquent que cette préférence électorale traduit une expérience de groupe faite de connivence, d'affinité, un fait social profondément partagé, et qu'il y a des régions entières où le vote RN est profondément conformiste, où tout le monde, ou quasiment tout le monde, vote Rassemblement national. Ou en tout cas, qu'il n'y a même pas... Benoît Coquart explique ça de façon assez intéressante, mais que dans les cercles de sociabilité, quand bien même on ne voterait pas Rassemblement national, ne pas voter Rassemblement national est synonyme d'une forme de déclassement social, d'une forme de compétition sociale, et perçu péjorativement. De ce point de vue, la normalisation politique du RN, elle a aussi pour condition de possibilité sa normalisation sociale, c'est-à-dire qu'elle est validée collectivement au sein de groupes affinitaires concrets, sociaux, de secteurs entiers de la classe ouvrière, et que ce vote est profondément conformiste, ancré, et que la caractérisation anti-système manque cela. Je crois que les récents résultats des élections législatives, ils ont montré cela. Le RN, il a réélu en 2024 la plupart de ses députés sortants, la plupart du temps au premier tour des législatives. Cette situation, elle s'inscrit dans la continuité des élections de 2019 et elle s'inscrit surtout dans les coordonnées d'un travail local et d'implantation locale qui est sans doute incomparable avec le reste de l'échiquier politique fait de la part du RN. Cette situation et de renforcement local, elle pourrait à terme favoriser l'émergence d'une forme d'américanisation de la vie politique française et de compartimentation entre des États dits réactionnaires et d'autres États progressistes, c'est-à-dire ce qu'on a vu en réalité avec les dernières élections, même si ce n'est pas homogène, des régions entières qui votent Rassemblement national, où le RN est profondément majoritaire, d'autres régions, notamment les quartiers populaires, où c'est la France insoumise ou le NFP qui serait majoritaire. Cette situation d'ailleurs, et je reviendrai, elle n'est pas sans ouvrir un certain nombre de défis pour la gauche révolutionnaire. Autrement dit, et cela m'amène vers le second point, le RN n'est pas un vote fluctuant ou uniquement contre, mais comme le note Félicien Faury cette fois dans un entretien à Balbast, également un vote pour. Félicien Faury écrit: tout en ayant dit ça, il faut souligner que l'argument souvent entendu de « on a tout essayé » est en fait très incomplet. Au-delà de l'aspect anti-système dégagiste, c'est aussi un vote qui a des raisons positives. Ces électeurs ne votent pas au hasard, ils votent pour des partis qui défendent des projets, en affinité avec leurs propres désirs sociaux et politiques. La question qu'il faut se poser, c'est donc pourquoi votent les électeurs du Rassemblement national ? En réalité, on voit bien d'emblée le caractère politique de cette discussion. À l'instar des Ruffin-Roussel, l'insistance sur le caractère anti-système, fâché du vote RN, a souvent pour produit, pour conséquence, d'écarter dans le même mouvement la nature raciste du vote Rassemblement national, qui constitue pourtant et de façon cruciale un des vecteurs du vote conformiste du Rassemblement national, mais également l'un des vecteurs positifs, c'est-à-dire d'identification au Rassemblement national, de choix positif, entre guillemets, cette fois au Rassemblement national.
Historiquement, les dimensions culturelles, sociales, racistes du vote RN ont tendance à être négligées au profit d'interprétations économistes. C'est ce sur quoi je lançais ce temps, à nouveau dernièrement Piketty, Ruffin, Roussel, et peut-être même sur un terrain très différent, et je n'ouvre pas la discussion, mais lutte ouvrière sur un certain sujet, en tout cas qui discute sur un terrain très économiciste de la réponse au vote Rassemblement national et à l'ancrage du vote Rassemblement national. De là, on peut déjà conclure deux choses. D'une part, qu'un vote aussi ancré, et je reviendrai en conclusion sur la question du nouveau Front populaire, ne peut pas se combattre par des réformes même économiques, minimales. D'autre part, que ce vote-là est d'autant plus ancré qu'il ne s'agit pas seulement d'un vote de déclassement et de paupérisation, mais également d'un vote qui, en germe, porte de façon très importante la question du racisme. Et que ça, c'est particulièrement vrai en France, dans un pays impérialiste, où le racisme caractérise les rapports sociaux et qui fait partie de l'ADN du FNRN. De ce point de vue, il me semble que le racisme, il est déterminant pour au moins 3 facteurs dans le vote Rassemblement national. Le premier est celui que nous venons de voir. Le racisme, c'est un fait opérant parce que c'est d'abord un fait social. Le vote RN est un vote conformiste, ancré, partagé socialement. Et c'est très bien ce qu'analyse par exemple Benoît Coquart, je trouve de façon intéressante, en montrant que la disparition des sociabilités ouvrières, des lieux de rencontres ouvrières, de l'usine, des bars, etc., a remplacé le nous collectif du mouvement ouvrier par un nous qu'il appelle clanique, celui de la bande de potes, etc., et qui préfigure déjà en réalité le vote Rassemblement national, puisque ce nous est toujours déjà un vote contre d'autres. C'est le nous de la bande contre les autres bandes, c'est le nous raciste du vote Rassemblement national contre les immigrés et les chômeurs. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est le racisme comme fait économique. Et là, ça nous ouvre un autre débat de divergence, notamment avec la France insoumise, qui aujourd'hui a théorisé qu'une grande partie du vote Rassemblement national serait aujourd'hui un vote ingagnable. C'est l'idée de la nouvelle France qui devrait être aujourd'hui la cible de la gauche institutionnelle. C'est la France des quartiers, la France racisée, la France de la jeunesse et des femmes, et qui serait aujourd'hui la cible de l'électorat populaire parce que, à contrario, l'électorat du Rassemblement national, selon cet autre discours, serait uniquement raciste et donc plus ou moins ingagnable. Il me semble que cette distinction entre l'économique, entre guillemets, et l'identitaire, c'est-à-dire entre le matériel et le culturel, le social et le racisme, c'est une erreur. Parce qu'en réalité, ces thématiques fonctionnent de façon complètement imbriquée, complètement inséparables, et sont reliées par des relations de cause à effet. Par exemple, les musulmans, les immigrés profitent des allocations sociales, ce qui provoque une baisse du pouvoir d'achat des natifs par les impôts et les charges que cela engendre. C'est totalement le discours du Rassemblement national. Ou par une relation de problème à solution. Par exemple, la baisse de l'immigration permettrait d'améliorer la situation économique des Français, globale du pays, et donc de faire augmenter le pouvoir d'achat des Français. C'est la thématique par excellence du Rassemblement national, celle de la préférence nationale. Cette imbrication entre le racisme et l'économie, Faury la précise dans un entretien à Mediapart, en expliquant qu'elle se redouble à propos dans les coordonnées de l'émergence d'un désir ségrégatif, c'est-à-dire de la volonté d'être blanc, qui ne peut pas être assouvi socialement. Il dit, pour le dire un peu brutalement, ce sont des personnes qui n'ont pas les ressources sociales à la hauteur de leur désir ségrégatif, de leur volonté de partager en entre-soi blanc, et de ce point de vue, ces électeurs sont dans une position de dominant-dominé, qui va leur rendre d'autant plus séduisant les frontières, qui promettent de durcir l'ordre racial. Autrement dit, ce qui mobilise en partie l'électorat Rassemblement national, c'est une volonté de rester entre blancs, qui n'ont pas les moyens de rendre effective. Plus précisément, et je voudrais reprendre la catégorie mobilisée par des sociologues de catégorie triangulaire, cette imbrication, elle se pose spécifiquement dans les coordonnées d'une imbrication économique, puisque le sentiment d'aliénation des classes populaires au sens large, notamment de la classe ouvrière blanche, qui englobe tous les individus qui sont aujourd'hui privés de capital, financier ou culturel, se tourne dans deux directions, à la fois vers les classes dominantes, avec un ressentiment de plus en plus présent, c'était les gilets jaunes, c'était la réforme des retraites aussi, et vers en tout cas les ultra riches, etc. Et dans le même mouvement, ce ressentiment, il se retourne vers les exclus, et en priorité les immigrés et les assistés, avec un sentiment de répulsion.
Et de ce point de vue, le racisme est d'autant plus désirable que il apparaît inatteignable pour des secteurs entiers, des classes populaires, de s'attaquer aux élites, et il apparaît beaucoup plus facile de s'attaquer aux classes populaires qui sont encore plus pauvres, c'est-à-dire les immigrés et les chômeurs. Autrement dit, et au-delà de certains constats à la pertinence indéniable, la difficulté de la gauche dans des pans entiers de l'électorat des classes populaires, les avancées du RN dans la classe ouvrière, etc., qui sont posées par les partisans de la thèse entre guillemets économiciste, il n'est pas difficile de constater que cette thèse est une double impasse. D'une part parce qu'elle construit un électorat fantasmé qui n'existe pas, ou en tout cas qui existe difficilement, et d'autre part parce que cette impuissance, elle se redouble dans les coordonnées de résolution social-démocrate et autour d'un réformisme mou qui défend quelques thèses minimales, là où j'ai essayé de montrer à l'inverse que votre Rassemblement national aujourd'hui était profondément ancré et qu'il fallait une réponse, et on y reviendra, mais à la hauteur de cet ancrage. Bon, je vais accélérer un petit peu pour finir d'ici 5-10 minutes, mais la dernière chose sur laquelle, pour clore et aller vers la troisième partie, mais je voulais insister aussi sur le fait qu'en fait, cette politique-là, la politique de Ruffin, consort et de la centralité économique, vue du point de vue réformiste, parce que nous aussi on reviendra sur quelle centralité économique on défend, mais elle est aussi une impasse même du point de vue de la classe ouvrière blanche. Comment ne pas constater en effet que ces dernières années, la rhétorique anti-immigration du Rassemblement national, c'est aussi une rhétorique contre les chômeurs, que la rhétorique de préférence nationale, elle s'appuie aussi par une offensive contre les assistés, etc., etc. Et qu'au-delà de poser une impasse pour la question de l'unité de la classe ouvrière, ce genre de programme, de vouloir refuser de poser la question du racisme, est déjà une impasse pour discuter de l'unité de la classe ouvrière blanche. C'est peut-être aussi l'une des ambivalences qui explique que le mouvement des Gilets jaunes, s'il a permis individuellement de discuter avec certaines, de façon importante, avec certaines subjectivités politiques, aujourd'hui, dans la grande majorité, l'électorat des Gilets jaunes continue de voter Rassemblement national. Et d'ailleurs, Cocard montre très bien qu'à mesure que le mouvement s'est durci et que c'était de plus en plus des chômeurs qui étaient sur les piquets dans le nord-est, etc., le soutien des habitants du nord-est au mouvement des Gilets jaunes a commencé par s'estomper. D'ailleurs, la question l'effet inverse un peu de ça, et qui est mobilisé notamment par le truc sur lequel je vais finir, cette question du racisme, c'est que souvent on mobilise la question, encore on la mobilise pour discuter du Rassemblement national, pour discuter du racisme, on la mobilise uniquement pour discuter du Rassemblement national, et que là aussi c'est un problème important, c'est l'un des éléments qui mobilise par exemple la question du barrage, et qui tend à masquer que le racisme existe pour les électeurs du Rassemblement national, parce que le racisme existe plus largement du point de vue dans toutes les politiques gouvernementales, etc. Et que ces politiques, par ailleurs, sont la genèse, j'essaie de le montrer en première partie, aussi de la croissance du Rassemblement national et des idées racistes. Une fois qu'on a dit ça, on peut se demander, une fois qu'on a essayé de montrer donc à la fois qu'est-ce qui expliquait la croissance du Rassemblement national, qu'est-ce qui était le vote du Rassemblement national, qu'est-ce qui était le vote du Rassemblement national de la classe ouvrière, etc. On peut se demander quelle stratégie on oppose à tout ça. De ce point de vue, je propose de partir de deux contradictions qui me semblent particulièrement importantes et fondamentales dans la situation française. La première contradiction, c'est de voir qu'en parallèle d'une forte expression de la lutte des classes, au moins depuis 2016, loi de travail, réforme du rail, Parcoursup, Gilets jaunes, réforme des retraites, etc., mouvements féministes, écolos, antiracistes, etc., avec une succession de mouvements parfois d'importance, comme celui de la réforme des retraites qui a quand même mis 3 millions de personnes dans la rue. En même temps, sur le plan institutionnel et électoral, continue de prédominer une tendance à la réaction et conservatisme, dont les dernières élections ont été une expression importante. En réalité, si on ne s'intéresse pas seulement à la victoire, plus ou moins victoire du nouveau Front populaire, on a un ancrage à droite, en tout cas un vote à droite lors des dernières élections, au-delà du Rassemblement national et par ailleurs. Ce qui accompagne cette première réalité, c'est que malgré la montée de la lutte des classes, pour de très larges secteurs de la classe qui veulent combattre contre l'extrême droite, pour la plupart, le combat se joue encore en dernière instance sur le terrain institutionnel.
Cette dynamique, elle continue de se renforcer d'ailleurs considérablement avec la dernière séquence. Le Front républicain qu'on croyait en déliquescence est considérablement renforcé. La logique du moindre mal est si vive à gauche que le premier effet du NFP a déjà été de réhabiliter le Parti socialiste et François Hollande qui a été élu député et donc certains des acteurs historiques de la croissance du Rassemblement national. Et que par ailleurs, l'autre effet central du NFP, ça a été la survivance du macronisme. Après un premier tour qui annonçait potentiellement un résultat historique. Je crois qu'il faut répondre ensemble à ces deux contradictions. Donc à la fois la montée du RN malgré la lutte des classes et le maintien des logiques institutionnelles malgré la lutte des classes. Parce qu'elles fonctionnent ensemble, il me semble qu'elles constituent le stratégique central de la question de l'affrontement face au Rassemblement national. Pour discuter de la question, par exemple, du racisme, on a évoqué la question de la conscience régulaire, à savoir, je le disais, la polarisation entre deux ressentiments, d'une part contre les classes dominantes, d'autre part contre les classes les plus défavorisées, en tant que les secteurs les plus défavorisés de la classe ouvrière, à savoir notamment les immigrés et les chômeurs. L'aspect très important de la conscience régulaire, il me semble, c'est que précisément, le racisme est en quelque sorte un choix par défaut. C'est parce que le capitalisme et ses élites apparaissent inatteignables que la colère des classes populaires qui votent RN se porte d'abord contre les immigrés et les chômeurs. Autrement dit, et comme le note Balibar dans un article qu'il a publié à la sortie du premier tour ou du second tour, je ne sais plus, mais en tout cas assez intéressant sur ces enjeux, le second affect, donc par comparaison au premier, la colère contre les élites, est plus violent encore car le premier, car les citoyens du milieu n'ont aucune illusion quant à la possibilité de changer quelque chose à la concentration des privilèges et des richesses, c'est-à-dire au capitalisme. En revanche, ils sont obsédés par la crainte du déclassement ou de la chute et l'amplifient fantasmatiquement. Ce travail me paraît absolument fondamental et il permet de tirer plusieurs conclusions. Il permet d'abord d'insister sur la centralité de nos défaites dans la montée du Rassemblement national. Ces dernières années, la question de la défaite contre la réforme des retraites a joué par exemple un rôle absolument central dans la montée du Rassemblement national. En 2 ans, le Rassemblement national a pris près de 6,4 millions d'électeurs. Et cela tout particulièrement que la réforme des retraites et les Gilets jaunes avant ont mobilisé l'électorat du Rassemblement national, notamment dans les petites et les moyennes villes, qu'on a eu une mobilisation très importante de l'électorat du Rassemblement national sur le terrain du mouvement ouvrier, non pas pour moins d'immigration ou plus de chasse aux assistés, mais sur un terrain de gauche revendiquant davantage de justice sociale. Ça me semble montrer 2 choses. D'abord, et à contrario du Front populaire, quand on analyse les résultats, on voit bien qu'il n'a permis de gagner aucun espace sur le Rassemblement national, ne serait-ce qu'au minimal, et qu'en réalité, il a davantage accéléré des tendances, comme je disais, mais d'une part au conformisme du vote Rassemblement national, et d'autre part à la consolidation de certains des espaces, mais avec en réalité une double tendance au resserrement, à la fois sur le peuple de gauche et ses électeurs, et d'autres tendances sur ces territoires, et que de ce point de vue, le Front populaire, le nouveau Front populaire, a moins constitué une tentative d'aller batailler le Rassemblement national qu'une tentative de créer un autre espace électoral à côté du Rassemblement national. Et ça, je crois que c'est une idée importante parce que c'est une idée d'autant plus importante qu'au sein, par exemple, de la France insoumise, et je le disais, de plus en plus, l'analyse revient selon laquelle aujourd'hui, le vote ouvrier du Rassemblement national, c'est un vote complètement perdu. Et c'est ce qu'on voit un peu électoralement et dans les tentatives stratégiques, en réalité, de certaines composantes du NFP. A contrario de ça, on voit bien que la lutte des classes a été capable de mobiliser l'électorat populaire, les classes ouvrières, qui votent Rassemblement national, sur un terrain de gauche. Mais on voit bien aussi que ça ne suffit pas. Et que de ce point de vue, la question centrale, elle est aussi celle de la direction syndicale et du bilan sur nos stratégies. Quel bilan on fait de nos défaites et cela d'autant plus que chacune de nos défaites actualise la tendance que je discutais plus tôt, à savoir que le racisme est de plus en plus un choix par défaut, parce que les élites apparaissent de plus en plus inatteignables, et qu'elles apparaissent d'autant plus inatteignables qu'à chaque fois que nous essayons de les combattre, on perd. Donc ça, je crois que c'est une idée centrale, et que l'une des questions centrales est la question de la stratégie des directions syndicales et de comment on combat cette stratégie-là. C'est un certain nombre de débats qu'on a ouverts avec Révolution Permanente et sur lesquels on a insisté dans la dernière séquence et qui me semble important.
La deuxième idée, j'ai déjà commencé à le dire, mais c'est l'impasse absolue du nouveau Front populaire. Je l'ai dit, d'un point de vue purement électoral et arithmétique, le nouveau Front populaire a été incapable, ne serait-ce que de progresser même dans des bribes minimales de l'électorat du Rassemblement national. Et ce qu'on voit bien, et ça va avec ce que je disais plus haut sur la nature du vote RN, conformiste, ancré, etc., mais c'est qu'aujourd'hui, un programme de conciliation de classe profondément minimal, qui réhabilite François Hollande et qui propose des mesures minimales, aujourd'hui, c'est un programme qui est incapable d'être à la hauteur du caractère socialement désirable, malheureusement, du vote Rassemblement national et du racisme de ce que ça implique. Et ça, je crois que ça aussi, c'est une idée importante, et que c'est d'autant plus important qu'en réalité, le nouveau Front populaire est dangereux. Il est dangereux parce que c'est un vœu pieux, et d'autant plus dans un contexte de crise du capitalisme, d'accroissement des tendances à la guerre, à l'austérité, à la crise économique, qui rendent d'autant plus inimaginable la concession de quelques réformes économiques que ce soit. C'est ce qu'on a vu et ce que j'ai essayé de montrer dans le premier temps. On fait face à une bourgeoisie radicalisée qui ne cède plus la moindre miette, et qu'aujourd'hui, le Front populaire, de ce point de vue, est dangereux. Il est dangereux aussi parce qu'il est, en dernière instance, une instance de démobilisation. Et c'est ce qu'on a vu là aussi particulièrement pendant les dernières législatives. C'est ce qu'on a vu avant avec Syriza et Podemos, où à chaque fois la canalisation d'un mouvement social important a été dans des effets électoraux, dans un effet électoral, a complètement canalisé le mouvement social. En Grèce, il n'y a eu aucune bataille du mouvement social contre la troïka et les plans austéritaires, à rebours de ce que nous dit par ailleurs une partie de la gauche marxiste qui nous discute d'une dialectique entre vote et mobilisation, et que le vote pourrait être à l'origine de la mobilisation. Et je crois que dans les derniers exemples de la gauche radicale au pouvoir, c'est à l'inverse, tout l'inverse qui s'est produit. Et ça a été particulièrement vrai pendant l'entre-deux tours des législatives. Les directions syndicales ont fait de la politique, pour une fois. Elles ont appelé à voter pour le nouveau Front populaire, mais cela en refusant d'appeler à toute perspective de mobilisation, et en cautionnant toute perspective de mobilisation à une impasse électorale. Il faut se mobiliser pour appeler à voter pour le nouveau Front populaire. J'aimerais clore, une fois qu'on a dit ça, sur 3 ou 4 points qui me semblent centraux dans cette perspective. La question, et je ne reviens pas longuement dessus parce que Joachim en a déjà discuté hier, mais la question importante, et qui revient dans tous les débats, c'est la question de l'unité. Joachim parlait hier du diable et sa grand-mère de Trotsky. La question qui me semble centrale et de rappeler, c'est que bien évidemment l'unité pour nous, elle se construit dans le mouvement social, dans la rue, qu'elle se construit sur le terrain de la lutte des classes, et que toute tentative, en tout cas sur un terrain institutionnel, constitue d'autant plus une impasse aujourd'hui, pour les raisons que j'ai évoquées, d'autant plus qu'aujourd'hui la social-démocratie n'est pas la social-démocratie des années 30, c'est encore pire, c'est profondément intégré à la bourgeoisie, etc., etc. Donc frapper ensemble, oui, mais pas se lier les mains dans une perspective électorale et autour de programmes réformistes qui, comme j'ai essayé de le montrer, ne peuvent faire monter ne peut faire que monter le Rassemblement national. Le deuxième point, c'est la question de savoir comment construire cette unité. Et de ce point de vue, à l'instar de ce que j'ai essayé de montrer avec les raisons du vote RN, je crois qu'on ne peut pas se contenter d'être des bons syndicalistes qui discuteraient des salaires, ou à l'inverse, ou pire encore, d'un programme partiel sur quelques mesures économiques, etc. C'est ce que j'ai essayé de montrer, ces revendications, c'est ce que j'ai essayé de montrer tout au long du topo, elles sont importantes. Et bien évidemment que la question économique est une question cruciale dans le vote, dans la lutte contre le Rassemblement national. Elles mettent déjà d'une certaine façon le RN à la défensive, mais elles sont loin d'être suffisantes. À nouveau, l'ancrage du vote RN, son caractère conformiste, la désirabilité du racisme dans les conditions actuelles de la lutte des classes, etc. La question centrale qui se pose, c'est donc la question de quelle politique de classe. On a vu que cette politique devait se faire en indépendance, pour les raisons que j'ai évoquées tout au long de ce topo, à la fois sur la question de l'unité et sur la question du nouveau Front populaire, mais qu'elle se fait aussi en bataille avec certaines tendances, et même éventuellement au sein du mouvement ouvrier. Je crois que sur ce terrain, il y a une nécessité à articuler ce qu'on agite lorsqu'on discute de l'hégémonie ouvrière, que toute la logique économiste qui défend dans l'abstrait la question de l'unité uniquement sur des motifs économiques est insatisfaisante, ou en tout cas insuffisante, même si nécessaire, du point de vue de la réponse d'ensemble de notre classe.
qu'il y a une nécessité d'articuler un discours qui permette de prendre en charge, depuis la centralité, et notamment des revendications économiques, mais aussi de la classe ouvrière, la question de la lutte contre le racisme, la question de la lutte contre les oppressions, la question du rôle hégémonique de la classe ouvrière, c'est-à-dire sa capacité à prendre la direction d'une lutte en articulant, de par le rôle qu'occupent les travailleurs et leur position, et en articulant la nécessité de apporter une réponse à tous les problèmes. Ça, bien évidemment, ça se fait en bataille avec les directions syndicales, ça se fait en bataille avec tout le discours sur les miettes qu'on pourrait gagner. Et je crois que c'est quelque chose de très important, la logique du moindre mal et de la bataille pour toutes les raisons que j'ai évoquées contre ça. D'autant plus que ça constitue, comme je l'ai dit, à la fois un levier pour le vote RN, mais aussi un levier antisyndical dans le discours du Rassemblement national. Je crois que de ce point de vue, et pour raisonner un peu avec le film qu'on a vu hier soir sur la bataille des Neuhauser, il y a un enjeu central qui est celui de l'implantation syndicale locale et des révolutionnaires dans le travail local syndical, et de voir en fait comment aussi, et je crois que l'exemple du film qu'on a vu hier et de la lutte des Neuhauser est assez symptomatique de ce point de vue, et comment ça c'est aussi une des tâches centrales aujourd'hui du mouvement révolutionnaire, la question de la bataille politique à échelle locale, comme moyen aussi de batailler pour faire de la politique contre le Rassemblement national dans les différents syndicats dans lesquels on est, à la fois d'un point de vue local, mais aussi bien évidemment, et tout particulièrement lorsqu'il n'y a pas de lutte sur ce terrain. Et je voudrais finir sur une dernière chose, mais je crois qu'il y a une question centrale qui est la question de la prise du pouvoir. Et que de ce point de vue, ce que montrent, et les analogies, elles sont souvent comment dire, surdéterminées vis-à-vis des années 30, mais que ce que montre le retour sur les expériences des années 30, c'est que c'est la nécessité de poser la question de la prise du pouvoir. Et que de ce point de vue, toutes nos mobilisations ne peuvent se résoudre à nouveau à la question du moindre mal, à la question d'un changement partiel ou de quelques miettes, mais que c'est véritablement la perspective stratégique aussi qu'il s'agit de proposer. Et que cette question d'ailleurs, et pour finir par un petit paradoxe, mais elle se pose d'autant plus acuitement, entre guillemets, que tous ceux qui aujourd'hui nous parlent du danger fasciste le font dans une perspective de moindre mal, là où s'il y avait un véritable, en tout cas un danger fasciste imminent, cette question se poserait de façon bien plus importante et urgente. Voilà.